Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Chaque mercredi sur France Bleu Gironde, c'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les questions d'héritage, succession, transmission, optimiser sa fiscalité, les testaments, les viagers, la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Vous posez toutes vos questions ce matin à notre notaire, c'est maître Audrey Dambier qui est là pour vous répondre. Bonjour maître. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup. Question, on ira dans un instant à Langon avec une question sur les estimations d'un bien immobilier. Michel qui a fait des travaux dans un appartement en location et qui voudrait savoir s'il est possible de déduire le montant de ces travaux pour le calcul de la plus-value. Et on prend évidemment vos appels en direct ce matin. Vous décrochez le téléphone et maître Audrey Dambier est là pour vous conseiller. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Première question de Claudine à Bègle, maître, qui nous dit qui hérite en cas de décès d'un frère majeur célibataire et sans enfant. Est-ce que ce sont les parents ou les frères et sœurs ? Ça peut être, ce sont les deux. Les deux, les parents et les frères et sœurs. Les parents, un quart chacun. Si chacun des parents reste, il a droit à un quart. Et ensuite, le reste se partage entre les frères et sœurs. S'il n'y a pas de disposition testamentaire. D'accord. Là, c'est ce barème qui s'applique. Et autre question pour Claudine, qui nous dit: mon frère vivait et est décédé à l'étranger, en Belgique. Est-ce que ça change quelque chose en matière de délai et de démarche pour régler sa succession ? Oui, effectivement, en cas de décès à l'étranger, les délais pour déposer la déclaration de succession sont plus longs. C'est 6 mois en cas de décès en France, et c'est porté à 12 mois en cas de décès à l'étranger. On parle là de délais fiscaux. Oui. Voilà, pour une succession qui malheureusement ensuite, si elle se passe mal, qui peut s'étaler sur de nombreuses années. Sophie Aizine, qui peut bénéficier d'une pension de reversion ? Et Sophie nous dit, est-ce qu'il faut forcément être marié ou pacsé ? Eh bien Sophie, il faut forcément avoir été marié. Il n'y a que les époux qui peuvent bénéficier d'une pension de reversion. Pour le PAC, ça ne marche pas donc. Absolument pas. Bon, Michel à Bordeaux qui nous dit: je projette de revendre un appartement qui était en location et dans lequel j'ai réalisé pas mal de travaux. Et Michel voudrait savoir s'il peut déduire le montant de ces travaux pour le calcul de la plus-value. Alors c'est effectivement possible, Michel, excusez-moi, à condition de ne pas avoir déduit vos travaux de vos revenus fonciers. On ne peut pas effectivement bénéficier de 2 déductions pour le même bien immobilier. Et si vous n'avez pas déduit ces travaux de vos revenus fonciers, vous pouvez ensuite, au niveau de la vente et du calcul de la plus-value, soit déduire les travaux au montant réel que vous avez payé si vous avez des factures qui justifient tous ces travaux, des factures de professionnels, bien sûr, soit vous pouvez demander à bénéficier d'un forfait qui correspond à 15% de la valeur de votre prix d'achat. Le calcul de la plus-value, là c'est pas une résidence principale. Sur ce type, on est taxé à combien sur ce type de logement qui était en location et que Michel souhaite revendre ? 36,20%. Ouais, et pour taux d'impôt. Pour une résidence principale, on est totalement exonéré. Totalement exonéré. Bon. Oui. Voilà pour Michel, donc possible de déduire le montant de ses travaux pour le calcul de la plus-value si Michel projette de parvient à revendre son appartement qui était en location jusque-là. Dans un instant, Karine à Langon, on va parler des estimations, les prix de l'immobilier avec les agences, et Alexis à Saint-Médard-en-Jalles qui a des questions. C'est pas facile de s'y retrouver dans les différents types de régimes matrimoniaux. Alexis qui voudrait avoir les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux, à suivre avec vos appels. 05 56 19 10 10, c'est maître Audrey Dambier, notaire, qui est là pour vous conseiller jusqu'à 10h ce matin. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Comme chaque mercredi, vos questions avec la Chambre des notaires de la Gironde, représentée par maître Audrey Dambier. Et maître, une question de Sylvie au 05 56 19 10 10. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. J'avais une question concernant du locatif saisonnier. Si je souhaite revendre l'appartement, on vient de faire le ravalement. Est-ce que ça peut être déduit de la plus-value ? Bonjour Sylvie. Locatif saisonnier, mais vous n'avez jamais déduit ces travaux aucun travaux de vos revenus ni quoi que ce soit ? Non. Oui, donc oui, effectivement, ça fait partie des choses qui peuvent être déduites. Il faut que vous ayez les factures qui correspondent aux travaux. Oui, mais c'est la copropriété qui nous fournit la facture.
D'accord. Dans le syndic de copropriété. Oui, mais vous n'allez pas avoir de facture individuelle parce que le ravalement en copropriété, c'est différent. Vous n'allez pas pouvoir déduire toute la facture évidemment pour votre logement, mais vous pourrez, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, bénéficier d'un forfait travaux de 15% que vous pouvez déduire effectivement dans le calcul de la plus-value. D'accord. Et si je réalise les travaux tout seul et que j'ai les factures des matériaux, ça peut pas. Non. Il faut vraiment passer par un professionnel. Il faut une facture d'un professionnel. L'industrie personnelle n'est pas reconnue, ne peut pas être valorisée. D'accord. Voilà. D'accord. Sylvie, autre question ou tout est clair pour vous? Oui, au niveau de la plus-value, parce que là, ça fait 5 ans que je l'ai, l'appartement. Donc, est-ce que c'est dégressif, la plus-value, ou est-ce que c'est 36% pendant 15 ans? Il y a très peu d'abattements quand on est propriétaire que depuis 5 ans. Donc vous serez imposé à 36,2%. Si vous êtes propriétaire depuis plus de 5 ans, mais pas encore 6, vous allez avoir très très peu d'abattements pour durée de détention. D'accord. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonne journée Sylvie. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cet appel en direct. Et vous continuez à composer le 05 56 19 10 10. Maître Dambier, Karine à Langon, question qui est arrivée sur Facebook, qui nous dit: je suis en train de vendre ma maison. Je fais faire plusieurs estimations avec des agences. Et Karine nous dit: une amie me dit que les notaires font aussi des estimations immobilières, mais qu'elles sont souvent plus basses que les prix réels du marché. Alors, est-ce qu'il y a des différences de perception des prix de l'immobilier d'une agence immobilière à une étude de notaire? Non, en principe, non. En principe, non. Non. Effectivement, les notaires on peut avoir des services de négociation immobilière, faire des estimations, même prendre des mandats de vente et se charger de la vente de votre bien immobilier. Les estimations doivent être dans une fourchette. Évidemment, on n'est pas à l'euro près, même entre deux agences immobilières, mais dans une fourchette, on a des valeurs équivalentes. Quels sont vos conseils pour celles et ceux qui veulent vendre une maison ou un appartement pour faire des estimations? Combien d'agences on fait venir? On croise 4-5 agences et on fait une moyenne des moyennes des prix? On peut effectivement faire comme ça. 4-5, ça fait peut-être beaucoup. Moi, ma recommandation, généralement, c'est 2, peut-être 3. Et je ne pense pas opportun de multiplier les mandats de vente et d'avoir son bien en vitrine d'un nombre trop important d'agences immobilières. Je pense que ça défavorise le projet et la vente. Dans un marché qui reste compliqué depuis quelques temps, notamment sur Bordeaux et la métropole. Merci pour Karine. Et puis Alexis à Saint-Médard-en-Jalles. Là, tiens, on va revenir sur ces questions. Alexis qui nous dit: pouvez-vous, et c'est des questions qui reviennent souvent chaque semaine, pouvez-vous m'expliquer simplement quels sont les différents types de régimes? J'aime beaucoup le simplement dans la question d'Alexis. Les différents types de régimes matrimoniaux et les avantages ou inconvénients de chacun d'entre eux. Alors, d'abord, premier cas de figure, on ne signe rien, régime de communauté. Exactement, régime de communauté de biens réduite aux acquets, c'est comme ça qu'il s'appelle, le régime légal. À partir du moment où vous êtes... Réduite aux acquets, c'est tout ce qui existait avant le mariage ne rentre pas dans l'histoire. C'est ça. Ouais. Tout ce dont vous étiez propriétaire jusqu'à votre mariage vous reste propre, mais tout ce que vous allez acquérir à compter du jour de votre mariage sera commun. C'est-à-dire patrimoine immobilier, réputé, acheté moitié-moitié, mais aussi vos revenus, gains et salaires qui vont tomber dans la communauté et voilà, et faire partie de cette communauté. Ça, c'est le régime légal que l'on rencontre souvent. Ensuite, 2 autres régimes assez classiques, le régime de la séparation de biens. Donc, il ne s'agit pas de se mettre à compter les petites cuillères alors qu'on se marie. C'est souvent ce que les gens reprochent à ce régime, mais c'est plutôt d'assurer la traçabilité des mouvements et des flux financiers. On se marie, mais on peut continuer à faire des opérations chacun de son côté ou acheter une maison ou un appartement sous le régime juridique de l'indivision, en précisant les proportions en fonction du financement de chacun des époux. Donc ça, c'est la séparation. Et troisième possibilité. Exactement. Et il existe un autre régime que l'on rencontre souvent, qui est le régime de la communauté universelle, où pour le coup, on met tout dans le pot commun, mais c'est un régime que l'on voit plutôt adopter une fois la retraite survenue pour protéger son conjoint. Justement, il y a un régime qui est plus protecteur que les autres, donc c'est le troisième en l'occurrence. Pour Alexis à Saint-Médard, on lui recommande aussi de pousser la porte d'une étude de notaire à proximité. Bien sûr. Il ne faut pas hésiter. Chez les notaires, les conseils sont gratuits et ils sont là évidemment et chaque pour vous écouter.
spécificité, donc effectivement, ça vaut le coup de poser des questions précises à son conseil. Il est 9h47, on file chez Eric. France Bleu Gironde, à votre service. Bonjour Eric, vous aviez une question sur les donations entre époux. On vous écoute avec Maître Audrey Dambier. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Je voulais vous poser cette question depuis quelque temps déjà, mais j'arrivais jamais à vous avoir. Nous sommes mariés depuis 10 ans, mais c'est mon époux qui est propriétaire de tout l'ensemble, des 3 appartements que nous avons maintenant. On s'est mariés il y a 10 ans. Et je voulais savoir s'il était nécessaire de se faire une donation au dernier vivant, dans ce cas-là. Parce que moi, je ne parie sur aucun acte notarié. D'accord. Donc vous êtes mariés depuis 10 ans, sous quel régime ? Le régime de la communauté. D'accord. Le régime légal, vous n'aviez pas signé de contrat de mariage, entendu. Et le patrimoine appartient à votre conjoint, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Eh bien, en tant qu'époux, vous êtes automatiquement héritier de votre conjoint. Avez-vous des enfants ? Non. Non, pas d'enfants. Donc, vous pouvez effectivement, s'il n'y a pas de disposition contraire, être bénéficiaire du patrimoine de votre époux. Donc, si jamais il vient à décéder, bon, ce que je ne souhaite pas, mais les parents ne peuvent rien demander. Non, dans la mesure où vous êtes époux, vous êtes héritier. Alors, un petit bémol, néanmoins, à condition que ce patrimoine immobilier dont vous parlez ait été acquis par votre conjoint et ne lui ait pas été donné par ses parents. Parce qu'en cas de donation, il peut y avoir dans l'acte un droit de retour. Ouais. Effectivement. Non, c'est une acquisition pure et simple. Voilà. Bon, mais non, vous êtes en tant que conjoint, vous avez des droits d'héritier. Bon, et Eric, vous nous rappelez dans 10 ans pour vos 20 ans de mariage. Merci beaucoup pour cet appel. Merci, bonne journée Eric. Allez, à bientôt. Merci à vous. Anne-Marie à Léognan, question qui revient également souvent. Anne-Marie qui est en train de rédiger un projet de testament dans lequel elle veut indiquer qu'elle souhaite donner après sa mort une certaine somme d'argent à une association caritative. Et Anne-Marie nous dit, est-ce que je dois en informer mes enfants ? Alors, le testament est vraiment quelque chose qui est très personnel. On n'a pas à en informer qui que ce soit. Après, Anne-Marie, je vous invite à pousser la porte de votre notaire pour avoir plus de précision. Mais il serait peut-être opportun, pour ne pas trop compliquer la tâche à vos enfants, de leur demander simplement à eux de verser cette somme sur votre patrimoine à cette association. Ça évitera tout un tas de procédures un peu plus compliquées et un peu plus chronophages. On fait passer en douce, en cachette, il vaut mieux en parler de façon claire. Non, on l'écrit dans un testament, mais on demande à ses enfants dans le testament, sur le patrimoine, de prélever une somme de X et de la verser à telle association. Est-ce qu'il y a une somme maximum qu'on peut donner à une association caritative ? Non, il n'y a pas de somme maximum. Néanmoins, il faut toujours garder à l'esprit que les enfants ont dans notre patrimoine ce qu'on appelle une part réservataire, c'est-à-dire qu'il y a une partie du patrimoine qui revient automatiquement aux enfants, et ce dont on peut disposer, c'est de la quotité disponible. Et la quotité disponible varie en fonction du nombre d'enfants que l'on a. Si on laisse un enfant, la quotité disponible représente la moitié du patrimoine. 2 enfants, c'est 1/3 du patrimoine. Et à partir de 3 enfants et plus, le disponible est composé d'1/4 du patrimoine. Thierry à Gradignan, on arrive quasiment au bout. Quels sont les droits des locataires en cas de vente de leur habitation ? Et ça, c'est souvent des cas qui se reproduisent et beaucoup d'angoisse. Je suis locataire et l'appartement ou la maison que j'occupe va être vendu. Quels sont justement les droits des locataires dans ce cas précis, maître ? Alors, je vous propose de parler du cas le plus classique, un bail d'habitation assez classique que l'on rencontre souvent. Les locataires peuvent avoir un droit de préemption si la vente intervient dans les 6 mois avant la fin de leur bail. Sinon, leur logement est vendu et ils font connaissance avec le nouveau propriétaire. Qui peut les garder ou pas ? Alors, qui peut les garder du moins au début. On ne peut pas, quand on achète un logement loué et qu'on veut récupérer ce logement pour sa propre occupation ou une occupation de sa famille, il y a quand même des délais à respecter. Merci Maître Audrey Dambier pour tous ces conseils. Et puis merci beaucoup pour vos appels en direct et vos questions et le retour de la Chambre des notaires de la Gironde. Ce sera évidemment mercredi prochain entre 9h30 et 10h. Merci Maître. Merci à vous Nicolas. Et bonne semaine, à bientôt. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas.
Nicolas Fauveau, à votre service à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.